Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Jean-François Rioux, secrétaire général à la Fédération des comités de parents du Québec. Aujourd'hui, on vous prépare une petite vidéo explicative concernant un outil qu'on vous a préparé pour la mise en œuvre de certaines dispositions du projet de loi 40, donc précisément pour la désignation des parents qui vont siéger sur les conseils d'administration. C'est une demande qu'on a reçue de plusieurs personnes, comme quoi ce serait bien de préparer une procédure de désignation qui pourrait servir d'exemple pour les comités de parents pour ce qui est des futures désignations de leurs représentants au CA, puisqu'il s'agit de nouveautés qui sont amenées par le projet de loi 40. Donc, vous avez actuellement à l'écran le document que nous avons préparé, qu'on va vous transmettre aussi avec cette vidéo-là. En fait, c'est un document on l'appelle proposition parce qu'on l'a fait avec surtout les bases de ce que ça nécessite, une procédure de désignation, mais en laissant aussi la possibilité aux comités de parents d'adapter cette procédure-là en fonction des certaines spécificités de votre milieu, si vous avez des points additionnels à ajouter, si vous avez des éléments qui vous différencient avec d'autres comités. Donc, on va vous transmettre tout ça en document Word. Donc, c'est possible pour vous d'apporter des modifications, d'enlever des points, d'en ajouter. Mais ce qu'on voulait vraiment vous présenter, c'est une proposition qui s'agit d'être une base pour être fonctionnelle et efficace, mais que vous pouvez bonifier selon vos volontés, puis selon ce qui va être discuté aussi avec votre comité de parents. On suggère aussi d'en parler avec votre direction générale, au secrétaire général aussi de votre commission scolaire pour s'assurer de bonifier le document comme bon vous semble, puis que tout ça puisse être, que tout le monde puisse adhérer à ce que vous allez préparer pour assurer un fonctionnement efficient. Donc, on va vous présenter ça. Là, on a séparé le document en 4 sections. Première section aussi, éligibilité. En fait, c'est ce que la loi sur l'instruction publique prévoit, ce que les règlements vont prévoir, puis ce qui est aussi prévu dans la loi sur les élections scolaires pour ce qui est des critères d'éligibilité des membres au conseil d'administration. Donc, on trouve ça important de l'ajouter ici pour que vraiment un document soit clé en main puis que vous ayez tout sur un même document quand ça va être le temps de le distribuer aux futurs candidats. Donc, on va vraiment avoir les informations qui sont présentées exhaustivement. La deuxième section, les fonctions à attendre, c'est un peu la description de tâches sommaire d'un parent qui représenterait le comité de parents au sein des conseils d'administration. Donc, on a repris vraiment les fonctions et les attentes qu'habituellement le comité de parents va avoir en vertu envers les représentants au conseil d'administration. La troisième et la quatrième section, c'est vraiment là qu'on arrive dans l'aspect procédural. Donc, vraiment les étapes à suivre pour procéder à la désignation de chaque représentant. Puis finalement, la section 5 qui est en fait une clause là, qui est la suite des choses, donc l'avis qui va être à transmettre à la direction générale après les désignations. On va revenir à la section 1, on va passer au travers de ça rapidement. Donc, on rappelle ici que c'est pour pallier à la désignation des membres. Ici, on a mis le 1er juin 2020. C'est la date qui est actuellement prévue, qui est sujette à changer ou pas en vertu des prochaines annonces. Donc, ceci, vous pouvez la changer en fonction de ce qui va être le cas au courant des prochains jours ou semaines. On a aussi prévu la notion de substitut qui est permise, puis que c'est libre aux comités de parents d'en nommer le nombre qu'ils veulent jusqu'à la limite des 5 parents qui vont être désignés. On a les premiers critères d'éligibilité, les critères de base, donc la majorité à 18 ans, que c'est un membre du conseil d'établissement d'une école qui est située sur le district. Qu'on parle de membres d'un conseil d'établissement district, ça ne veut pas nécessairement dire que cette personne doit être domiciliée sur le territoire de ce district-là, mais qui doit être quand même sur celui du centre de service scolaire. Ici, à 1.3, quelque chose qu'on a ajouté, c'est pour les cas qu'après avoir reçu les candidatures, procéder à l'élection pour les districts, mais dans les cas qui resterait un district où il n'y a personne qui s'est porté candidat, donc ça ouvre la porte à tout le monde, dans le fond, du comité de parents d'être éligible à se présenter pour ce district-là, même si
et n'est pas membre de conseil d'établissement du district visé. 1.4, c'est vraiment la liste exhaustive des points plus techniques d'éligibilité. C'est les mêmes critères qui s'appliquaient aussi avec les commissaires élus au Conseil des commissaires avant l'adoption du projet de loi 40. Donc, voilà, si vous avez vraiment la liste exhaustive de tous les critères. La section 2, comme j'expliquais, un peu la description de tâches de fonction. À 2.1, c'est tiré de la loi sur l'institution publique, donc les pouvoirs qui sont dévolus au conseil d'administration des centres de services scolaires. Donc, vous avez ici la description de la mission pour un paragraphe, puis ici les fonctions principales. Donc, assurer un soutien adéquat et approprié aux écoles, veiller à la pertinence et la qualité des services éducatifs, s'assurer la gestion efficace et équitable des ressources humaines, matérielles et financières, puis veiller à l'exécution de tout mandat que lui confie le conseil d'administration. On a aussi le paragraphe qui était prévu dans le projet de loi 40 au niveau de la formation. Donc, les représentants au conseil d'administration vont devoir suivre une formation qui va être élaborée plus tard à la suite de la formation des conseils d'administration. Puis, que les mandats de ces gens-là vont être de 2 ou 3 ans. Donc, pour la première élection, la spécificité, c'est que tout le monde est élu en même temps. Donc, il va falloir faire le choix qui va être élu pour 2 ans, qui va être élu pour 3 ans, parce qu'on veut une alternance. Donc, après, ça va être des élections 2 ans sur 3 pour assurer qu'il y en ait au moins pas tout le monde en même temps aux 3 ans. Donc, la première année, ça va être de décider c'est qui a un mandat de 2 ans, qui a un mandat de 3 ans. Nous, ce qu'on suggère, la première étape, c'est s'assurer s'il y a des volontaires. S'il y a des volontaires pour faire un mandat de 2 ans, on va choisir ça comme ça. Puis s'il n'y a pas de volontaire, tout le monde veut un mandat de 3 ans, mais la solution la plus simple, c'est pas d'imposer un mandat de 3 ans à personne, c'est d'y aller par tirage au sort. Comme ça, c'est équitable pour tous. À 2.2, un point qu'on a ajouté pour renforcer la représentativité des parents EHDA au sein des conseils d'administration, puisqu'il n'y a pas de poste prévu officiellement à cet effet-là dans la loi. Ce qu'on prévoit 2 cas. Premier cas, que le parent qui est délégué, qui vient du comité EHDA, qui, s'il est en mesure d'être élu au conseil d'administration, qu'il l'est dans les faits, bien, de facto, cette personne-là va devenir la porte-parole en matière de services aux élèves HDA au sein du conseil d'administration. Le deuxième paragraphe, ça, c'est dans les cas où, pour une raison ou une autre, ce délégué-là n'est pas élu. Ça n'a pas été le choix du comité de parents, ou la personne ne s'est pas présentée, ou bien la personne n'est pas éligible, ça arrive aussi. Mais ce qu'on prévoit, c'est qu'à ce moment-là, parmi les 5 parents qui vont avoir été désignés au conseil d'administration, il va falloir en choisir un parmi ceux-là qui va assurer cette fonction-là de porte-parole avec pour les services HDA sur le conseil d'administration. Donc, c'est de choisir une des 5 personnes, puis on ajoute que c'est un mandat qui va devoir se faire avec le délégué donc, les deux vont devoir se parler, le délégué HDA, puis le parent qui est choisi parmi ces parents-là va devoir travailler ensemble pour porter les sujets au conseil d'administration. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas prévu par la loi. C'est quelque chose que nous, on vous suggère si vous voulez renforcer cette représentativité-là. Quelque chose que vous pouvez bonifier, améliorer ou complètement retirer si ça ne fait pas partie de vos orientations. Donc, on vous laisse cet indicatif ici. À 2.3, on parle des vacances. Donc, quel cas constitue une vacance au conseil d'administration, quel cas ne va pas le constituer? Parce que la loi prévoit actuellement que s'il y a un parent qui est élu au CA, puis d'ici la fin de son mandat, il n'est plus membre du comité de parents, mais il continue quand même d'être le représentant au conseil d'administration. Donc, on le précise ici. Mais à 2.4, on vient apporter un petit bémol, là, un petit point qui n'est pas prévu dans la loi, mais que nous, on vous suggère pour assurer quand même que la personne qui est élue au conseil d'administration puis qui représente le comité de parents, mais s'il n'est plus membre du comité de parents, mais qui continue quand même à le plus possible de rester en poste. Puis sinon, s'il ne peut vraiment pas rester en poste, mais qu'il peut quand même assister aux séances du comité de parents pour discuter des points du CA sans être membre, donc sans avoir le droit de vote, mais qui est quand même une place qui est là pour cette personne-là pour
que le lien avec le comité de parents puisse se maintenir malgré qu'il est peut-être plus membre, mais qu'en général, on favoriserait que cette personne conserve ses mandats jusqu'à la fin. On va tomber à la section 3 sur la procédure. Là, ici, vous verrez dans la note, il y a 2 options qu'on vous suggère au niveau de la procédure. Premièrement, vous pouvez utiliser une manière qui est d'ouvrir une période de mise en candidature préalablement au jour du scrutin. Donc, par exemple, l'avis d'élection arrive le 1er mai. Votre séance est le 25 mai. Donc, vous pouvez décider d'ouvrir une période préélectorale, mise en candidature, donc du 1er au 25 mai. Vous pouvez ouvrir les candidatures pour que les gens vous transmettent les candidatures. Vous pouvez aussi choisir de ne pas faire de période préélectorale de mise en candidature, mais que tout ça va se passer lors de la séance du 25 mai, la date indicative. Par exemple, votre avis est arrivé le 1er, ben, vous le transmettez, il transmet à tous les membres, mais que tout l'aspect de mise en candidature va se passer séance tenante à votre séance qui est prévue, ça, puis il y aura des points lors du jour à ce niveau-là. Donc, si vous choisissez la première méthode, donc avec une période de mise en candidature, vous pouvez suivre les étapes de la section 3. Puis, si vous décidez que vous préférez tout faire séance tenante, passer directement à la section 4. Donc, on va commencer avec la section 3 pour ceux qui décideront d'aller une période en mise en candidature. La première étape va être de recevoir l'avis de désignation, bien sûr, puis tout de suite désigner une personne qui va agir comme présidence d'élection. Cette personne-là, c'est important que ce soit un membre du comité de parents, mais aussi que ce ne soit pas une personne qui va être impliquée d'une autre manière dans les élections, ou qui va se présenter ou qui va supporter officiellement quelqu'un. Donc, c'est quelqu'un qui doit faire preuve de neutralité, puis c'est une tâche importante pour s'assurer de la légitimité de tout le processus d'élection. En première étape, ça va être de nommer une présidence d'élection. Donc, ce qu'on suggère ensuite, c'est que la période préélectorale va débuter au jour de la réception de l'avis d'élection. Donc, à ce moment-là, c'est à ce moment-là que les documents pour la mise en candidature vont être transmis, donc les règles, la présente procédure qui est ici, puis aussi il y a un bulletin de mise en candidature. On aussi adjoint à ça, on vous a préparé un petit modèle tout simple de bulletin de mise en candidature que vous pouvez utiliser ou adapter aussi. Donc, c'est important que tout ça soit transmis dès le départ au jour de la réception de l'avis de désignation, puis de l'ouverture de la période de mise en candidature. Donc, ça va se poursuivre jusqu'au jour prévu pour les élections, donc la journée de la séance. Ensuite, là, les candidats qui ont reçu ces documents-là, qui sont intéressés, qui sont éligibles aussi en fonction des règles qui ont été énumérées plus haut dans le document, vont pouvoir transmettre leur bulletin de candidature à la présidence d'élection. Donc, pour les gens qui ont choisi cette méthode-là, la période préélectorale, c'est aussi simple que ça, de 3.1 à 3.4, puis quand on arrive après au jour de la séance qui est prévue pour les élections. Donc, on suit les règles aussi de la section 4, à l'exception des 4.1. 4.1, ça, c'est pour ceux qui ont décidé de ne pas avoir de période de mise en candidature, puis qui font tout va se passer séance tenante. Donc, on va y en revenir dans quelques instants. Comme je disais, les gens qui décident de tout faire en une séance tenante, on commence directement à la section 4. Donc, 4.1, c'est le même principe que pour les gens qui ont décidé de faire une période de mise en candidature, c'est de nommer une présidence d'élection. Donc là, on va le faire séance tenante. Donc, la première étape du processus au jour de la séance du scrutin, ça va être de nommer une présidence d'élection. Les mêmes règles vont s'appliquer aussi à quelqu'un qui n'est pas impliqué dans le processus autrement, puis qui n'est pas intéressé à se présenter à un poste. Maintenant, à partir de 4.2, là, on tombe dans des dispositions communes, que ce soit si un comité décide d'avoir une période de mise en candidature ou pour un comité qui a décidé de commencer tout de suite séance tenante. Donc, les candidatures peuvent être reçues séance tenante, que ce soit avec celle reçue de la période de mise en candidature, mais aussi pour ceux qui commencent là, c'est le premier moment où que là, les candidats peuvent remplir les bulletins puis de signifier leur intérêt à la présidence d'élection. Ensuite, quand on arrive au point à l'ordre du jour, par exemple, c'est le point numéro 4 sur l'ordre du jour, donc là, c'est
Depuis l'ouverture de la séance, les gens peuvent continuer à déposer leur candidature. Donc, on arrive au point 4 qui est le scrutin. Donc, ce qu'on vous suggère, c'est une procédure qui est inspirée de nos règles à nous pour quand on passe à l'élection des membres du comité exécutif. Donc, quelque chose de tout simple. À la présidence d'élection, on va demander à chaque candidat de confirmer son intérêt. Puis, s'il y a juste un candidat qui s'est présenté pour un district, ben, la personne est déclarée élue à ce poste. S'il y a plus qu'un candidat, ben là, on va passer au scrutin. Donc, si on passe au scrutin, là, il faut nommer des scrutateurs, bien sûr, ça va faciliter le processus. Puis les scrutateurs, c'est la même règle aussi que la présidence d'élection. Ça ne pas quelqu'un qui est impliqué autrement dans le processus d'élection. Puis c'est important que cette personne-là aussi utilise sa charge d'une façon intelligente parce que c'est important pour quand on va être rendu au point de dépouillement du vote. À ce moment-là, pour les districts où il n'y aura pas eu de candidat de proclamer élu par proclamation, c'est le scrutin. Donc, première étape, on passe au discours. Chaque membre va faire le même temps de discours. Donc, c'est de décider de votre côté quel temps vous voulez allouer. Ici, nous, à la Fédération, pour ce qui est des membres du comité exécutif en élection, on alloue 5 minutes. Mais ça peut varier aussi en fonction de votre contexte puis du temps qui est alloué pour la séance en général. Un coup que tous les discours sont faits pour chaque district, on passe au moment du vote. Donc, ça se fait par vote secret. Puis, le rôle de la présidence d'élection va être de s'assurer que tout se fait en bonne et due forme. Puis, les scrutateurs sont là aussi pour superviser, prendre des notes, cocher les listes pour être sûr que les personnes qui votent, c'est vraiment celles qui ont le droit de vote. Quand le temps imparti pour voter est fini, c'est là que la présidence d'élection va déclarer la fermeture des bureaux de scrutin. Puis là, c'est au moment de dépouiller avec les scrutateurs pour obtenir les résultats. À ce moment-ci, 4.8, c'est pour déterminer qui va être élu, on vous laisse 2 choix. Le premier choix ici, la méthode la plus évidente, c'est la personne qui a obtenu le plus grand nombre de votes va être déclarée élue. Donc, ça, c'est pas plus compliqué que ça, mais on vous laisse aussi une autre option. Donc, c'est l'option qui est utilisée pour nos élections au comité exécutif, c'est la majorité absolue, donc le 50% plus 1. Donc, pour qu'un candidat soit déclaré élu, il faut qu'il y ait 50% plus 1 des voix. Donc, s'il y a plusieurs candidats, ce que ça peut impliquer, c'est qu'il y a plusieurs nombres de tours. Parce que ça se peut qu'au premier tour, il y ait 3 candidats, puis que les 3 candidats ensemble, il n'y en a pas un. Il y en a un qui a plus de voix que l'autre, mais qui n'a pas eu la majorité absolue. Donc là, il faut passer à des tours subséquents. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on dit, c'est que si quelqu'un n'a pas obtenu la majorité absolue au premier tour, on va passer à un deuxième tour, puis on va éliminer le candidat qui a reçu le moins grand nombre de votes à ce tour-là pour diminuer un peu le nombre de candidats, puis ça soit aussi faciliter d'avoir une majorité absolue au tour subséquent. Donc, il n'y a pas une option meilleure que l'autre. Ça va être à vous de décider. On vous présente les 2 options, soit la majorité absolue, donc 50% plus 1, puis c'est de faire le nombre de tours qui sera nécessaire ou d'y aller la façon avec un tour qui est le plus grand nombre de votes va être élu. Donc, on vous a présenté les 2. Vous pouvez choisir laquelle qui vous convient le mieux. Donc, finalement, 4.9, ça, c'est dans les cas où il y a un district qui n'a pas eu aucune candidature. Ce qu'on vous suggère de faire, c'est avant d'inviter tout le monde à se présenter à ce district-là qui n'a eu aucune candidature, c'est d'attendre que les autres districts soient comblés. Tout simplement que ça laisse la chance à ceux qui ont été défaits pour d'autres districts de peut-être pouvoir se porter un candidat pour ce district-là. Donc, au moment que les élections au district, c'est aux 4 premiers districts, par exemple, sont complétés, puis le district numéro 5 n'a pas eu de candidature. Donc, à ce moment-là, la présidence d'élection va inviter tout le monde, membres du comité de parents qui sont éligibles à se porter candidat pour ce district-là. Puis, on prévoit que les candidats qui ont été défaits dans les autres scrutins, bien, ils peuvent tenter leur chance à nouveau pour ce district-là qui est ouvert à tous les membres du comité de parents éligibles sans nécessairement qu'ils soient membres de conseil d'établissement de ce district-là. Donc,
un coup que les gens sont invités à déposer leur candidature, ben, la procédure pour passer au scrutin pour ce district-là va être la même de ce qu'on vient de présenter dans les points précédents. Donc, un coup que tout le monde a été élu, que le scrutin s'est réglé, la présidence d'élection va procéder à la destruction des bulletins de vote. Puis voilà, c'est tout. Tous les postes ont été comblés. Puis les dernières étapes, ça va être de préparer l'avis obligatoire du comité de parents qui va transmettre les résultats de la désignation à la direction générale. Cet avis-là, c'est pourquoi il soit pris à la légère, parce que ça prévoit que l'avis doit confirmer l'identité des candidats, puis aussi indiquer que ces candidats-là sont éligibles à exercer le poste qui ont été élus. Ça peut paraître pas toujours évident, mais c'est pour ça que c'est important de bien comprendre les règles d'éligibilité qui sont dans la procédure ici, puis de s'assurer vraiment que vous allez voir dans le bulletin qu'on vous donne en annexe que la personne qui remplit le bulletin va vraiment devoir cocher certains critères pour que ce soit plus simple pour tout le monde de valider que ces gens-là sont vraiment éligibles, parce qu'il ne faut pas se ramasser dans une situation qu'un candidat n'était pas trop au courant des règles d'éligibilité, il pensait qu'il l'était. Donc, ce porte-candidat finalement est élu, l'avis transféré à la direction générale, pour se rendre compte après quelques mois que finalement cette personne-là n'était pas éligible pour X raisons. Là, ça crée un problème pour tout le reste au niveau des conseils d'administration. Fait que c'est important vraiment que les gens qui se présentent soient conscients des règles d'éligibilité, donc que ça soit prévu dans vos règles comme on le suggère. Qu'au moment de remplir les bulletins, ça soit clair aussi qu'on coche, parce que pour assurer un certain filtre. Puis à ce moment-là, que quand les personnes sont élues, que l'avis est préparé aussi, qu'on puisse vérifier si vraiment tout est correct, pour que vraiment l'avis qui est transmis à la direction générale soit un avis conforme, puis qu'il n'y ait pas de problèmes qui vont suivre. Donc, ça, c'était la dernière étape. Après ça, vos représentants sont élus, tout est réglé. Avant de conclure, je vous rappelle que cette proposition-là, c'est la base. Si vous voulez la bonifier, libre à vous, de la bonifier tant que tout demeure légal aussi. Si vous avez des questions sur des ajouts que vous voudriez faire, mais vous n'êtes pas trop sûr si c'est faisable ou si c'est légal, vous pouvez nous interpeller, nous poser une question au service conseil. On va analyser ça, puis on va vous répondre. Vous pouvez aussi en discuter dans votre milieu avec votre secrétaire général, votre direction générale aussi. C'est important d'être capable de les impliquer dans ce dossier-là pour que l'outil qui va être adopté en bout de ligne soit un outil qui fait consensus puis qui soit fonctionnel, que ce soit facile aussi, qu'il n'y ait pas d'imbroglio dans l'avenir avec des prochaines élections, qu'il y ait des affaires qui ne font pas l'affaire de tous. Donc, c'est toujours préférable de prévenir que guérir. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions à l'adresse service conseil, qui est service au pluriel-conseil au pluriel à commercial fcpq.qc.ca. Donc, ça nous fait plaisir d'y répondre. Puis, n'hésitez pas à adapter le document à votre milieu. Puis, si vous avez d'autres besoins en matière d'outils, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Puis, on va trouver une façon de bien vous accommoder. Donc, merci.